La grande majorité des RAG plantent en production. Pas parce que la tech marche pas, mais parce qu'on choisit les mauvaises stratégies au mauvais moment. Tu vas sur YouTube, tu vois des vidéos RAG ultimes, et c'est juste une liste d'outils sans jamais te dire quand utiliser quoi. Résultat, tu testes tout, tu perds 3 semaines et ton RAG hallucine toujours. Dans cette vidéo, je vais te montrer les stratégies RAG qui marchent vraiment, celles que j'utilise le plus souvent, comment les combiner et surtout dans quel cas utiliser quoi. Je suis Jonas Roman, 8 ans à transformer des problèmes métiers en projets tech et IA qui vont en prod, adoptés à 93% du temps. Et contrairement aux vidéos que tu vois ailleurs, je vais te donner un framework de décision, pas juste une liste d'outils. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on va voir 10 stratégies RAG qui marchent vraiment bien, en tout cas que j'utilise assez souvent. Mais avant de commencer, toujours pareil, un petit peu de contexte. Quand on fait du RAG et quand on en fait proprement, on a 3 grosses étapes. Donc la préparation de la donnée. Pour ceux qui suivent ma série sur le RAG, vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à cette première étape parce que quand on va dépasser un certain volume, on ne peut plus juste poser nos PDF et espérer que ça marche. On a quand même un travail de structuration de la donnée si on veut que le RAG soit performant. Donc pour moi, cette étape de préparation de données, c'est déjà 50% du boulot qui est fait. D'ailleurs, la vidéo précédente est dédiée sur ce sujet-là, donc vous la retrouverez sur la carte ici. Et pour ceux qui prennent le sujet du RAG, donc le fait de pouvoir travailler avec des infos spécifiques ou vos propres documents avec l'IA, donc je vous mettrai le lien en description d'une vidéo qui recouvre un peu les fondamentaux. Ensuite, une fois qu'on a une donnée propre, il va falloir l'ingérer, c'est-à-dire il va falloir transformer cette donnée texte, image, table, etc. dans une donnée qui sera stockée et au bon format pour être utilisée par un LLM. C'est là où on va passer de notre donnée format texte à de la donnée vectorisée, donc en base de données vectorielle. Ça aussi, une fois qu'on a fait ça, on a fait 70% du chemin. Il reste vraiment 30% du job ensuite sur la partie comment on récupère cette donnée quand on a une question ou une demande d'utilisateur. Donc ce qu'on appelle in query time. Si on reprend un exemple que j'ai pris dans une vidéo précédente sur Gemini File Search, donc là on a le schéma qui représente cet outil. Donc l'étape 1 aurait été faite en amont de préparation de données. Ensuite on a l'étape 2 qui est la partie ingestion ou indexation. Donc on prend nos documents ici qu'on va vouloir mettre au bon format et stocker dans une base de données vectorielle pour que l'IA puisse avoir accès au bon contexte, au bon format quand il y a une question utilisateur, ce qui nous emmène à l'étape 3, donc pendant la question utilisateur, où là la question va être traitée de manière à pouvoir récupérer le bon contexte sur lequel baser sa réponse. Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur ces deux phases. La première phase, donc quelle stratégie on peut mettre en place quand on fait du RAG un peu plus ambitieux et qu'est-ce qu'on peut faire également sur la partie récupération pour améliorer nos systèmes. Donc pour ça, vous l'aurez compris, on a deux phases. La fameuse phase in write time, donc là où on va écrire en fait nos bases de données au bon format. Et on a la phase in query time, donc pendant la question utilisateur. Donc pour le petit exemple, je nous ai pris un passage d'un document fictif. Donc qui serait là un rapport annuel 2024 de l'entreprise TechCorp, où on a un chapitre sur les résultats financiers, avec différentes sections et différents types d'informations. Donc là, on est déjà sur de la donnée qui est assez bien structurée. La question, c'est comment on fait à partir de ça, quand on a beaucoup de volume, pour qu'on ait un système RAG performant. Donc on va voir la stratégie numéro 1, la plus basique, qu'on appelle le chunking fixe ou le chunking naïf. Donc ici, par exemple, en orange, on va avoir notre chunk. Là, c'est les morceaux de texte et c'est la façon dont on va le couper. Un chunking naïf va souvent consister à choisir un nombre de tokens, donc avec un chunk size, on va lui donner un nombre de tokens, je sais pas, par exemple 1000 tokens, et on va avoir la possibilité de rajouter ce qu'on appelle un overlap, donc là ce serait, je sais pas si c'était 15-20%, on va dire, voilà, ce serait à 150. C'est quoi l'overlap? C'est que des fois, selon comment le texte est coupé, on va manquer des informations. Par exemple, ici on voit qu'il nous manque la partie 4 et la partie de la fin de la section. Pour pouvoir venir récupérer les éléments d'un chunk qui va nous manquer, on va y mettre un overlap, c'est-à-dire que pour ce chunk ici par exemple du milieu, on viendrait récupérer 150 tokens du chunk précédent et chunk suivant de manière à venir récupérer de l'information qui aurait été coupée. Donc voilà le principe du chunk naïf, du chunk basique. Quand c'est qu'on utilise le chunking fixe, le chunking naïf? Souvent on va l'utiliser quand on a des docs simples, des petites FAQ, pas beaucoup de PDF ou des éléments qui sont quand même assez courts, assez bien structurés. Donc ça c'est ce qu'on ferait en premier par exemple quand on prototype un RAG. Donc comment on va le faire? On va choisir un nombre de tokens pour couper les morceaux, c'est-à-dire à quelle taille on veut que notre document soit découpé en morceaux de texte et ensuite on va y rajouter un overlap. Les avantages de cette méthode c'est que c'est rapide, c'est simple et
Et en fait, ça va couvrir vraiment déjà beaucoup de cas, notamment en PME, où on va pas avoir une volumétrie très importante sur pas mal de cas d'usage. Et en réalité, il y a déjà quand même pas mal de choses qu'on peut faire juste avec cette technique-là. Le problème d'une chunking fixe, c'est qu'on va couper en fait au milieu de l'information. Et si les docs sont un petit peu plus complexes ou si on a des passages plus longs que d'autres, en fait, on va perdre pas mal d'informations pertinentes. Et maintenant, stratégie numéro 2, le chunking par délimiteur. Donc là, on va faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que on va positionner dans notre document ou dans notre source de données des délimiteurs. Donc là, j'ai mis 2 tirets pour l'illustrer. Ça pourrait très bien être aussi des sauts de ligne. Si on avait tout concaténé dans un paragraphe sans saut de ligne, qu'on rajoute des sauts de ligne, on pourrait dire que le délimiteur, c'est le saut de ligne est coupé à cet endroit-là. Si le document est bien structuré, ça va nous permettre de couper à l'endroit où on souhaite pour conserver le maximum de sens d'idées dans un même chunk. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir des chunks qui peuvent avoir des tailles variables. Donc si on a un petit paragraphe avec une idée importante, mais que le deuxième fait une page complète, au moins on n'est pas obligé de couper en plein milieu de ces idées-là. Donc quand c'est qu'on l'utilise, on l'utilise sur des docs qui sont semi-structurés. Donc voilà, soit on a du markdown avec des sauts de ligne, ou alors on a des titres, ou on a des sections, etc. Et également, on va pouvoir rajouter de la métadonnée qui sera un peu plus maîtrisée, un peu plus contrôlée. Donc les gros avantages, c'est qu'on va conserver la hiérarchie en fait naturelle du document et de l'information. On aura une meilleure précision. Par contre, le souci, c'est que ça va nous demander en fait d'avoir soit des documents, soit de la donnée qui est bien formatée pour pouvoir le faire. Donc si le RAG t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin dans la construction de RAG qui sont fiables, je lance un workshop en ligne pour créer un RAG no-code de A à Z, donc pas besoin de savoir coder. Et même si tu commences le RAG de zéro sans compétences particulières, c'est tout à fait pour toi. Je vous mets en lien sous cette vidéo la liste d'attente pour le workshop RAG et je vous donnerai toutes les informations très prochainement. Donc, stratégie suivante, le contextual chunking, et je vous donnerai en bonus le chunking adaptatif. Donc, le contextual chunking, c'est à peu près le même principe que le délimiteur, sauf que ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vouloir identifier quelles sont les idées et comment elles sont regroupées pour qu'elles conservent l'idée qui est développée. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le LLM va préanalyser la donnée pour trouver en fait les limites sémantiques, donc les limites des thèmes et des idées, et venir couper à cet endroit-là. Donc ça évite encore plus les coupures au milieu d'un concept, particulièrement quand notre donnée n'a pas été bien structurée pour faire du RAG. Par contre, bien évidemment, ça va être plus long et plus cher parce qu'on fait passer un LLM en fait en plus sur tous ces documents-là, ce qui bien évidemment, en fonction du volume, représente un coût et un certain temps. Alors je l'ai classé dans le même endroit, on a le chunking adaptatif, bien que assez différent. Là en fait c'est le chunking qu'on va appeler multimodal, c'est-à-dire qu'il va être capable, notamment par OCR sur l'extraction, autant de récupérer le texte que des images, que de la donnée sous format table. Ça, bien évidemment, on va l'utiliser quand le contenu il est hétérogène et quand on veut faire du multimodal. Comment? On va utiliser l'OCR et on va utiliser un structureur, donc comme par exemple unstructure.io, et qui va en fait faire un chunking dynamique selon les types. Les gros pour, c'est qu'on va gérer la complexité réelle de la data, notamment quand on parle de doc techniques, où on a souvent des schémas, etc. Par contre, c'est un pipeline beaucoup plus lourd, et ça nécessite aussi des outils spécialisés si on veut pas construire des usines à gaz. Alors après, si vous faites du RAG aussi souvent que moi, vous pouvez construire ces systèmes-là sur N8N et les réutiliser de projet à projet. Mais bien évidemment, ça va être un peu plus complexe à mettre en place. Ensuite, on va à la prochaine section qui est l'embedding hybride, quelque chose que j'utilise tellement souvent que je l'utilise toujours. Ça augmente énormément la précision en récupération. Comment? On utilise en fait un parseur de mots-clés plus le sens du contenu. Les gros avantages, c'est qu'on a un meilleur rappel et plus de précision que si on fait l'un ou l'autre seul. Par contre, si on le fait à la main, ça nous fait 2 modèles à maintenir. J'ai mis ça en contre parce qu'il fallait bien en mettre un. En soi, je vois pas tellement trop de problèmes à utiliser cette technique. Il doit y en avoir, bien évidemment. J'ai juste pas été confronté au cas où l'embedding hybride devient un problème plutôt qu'un avantage. Ensuite, on a le contextual embedding. Donc là, c'est clairement un de mes préférés, qui est basé en fait sur un papier d'Anthropic qui est sorti il y a un moment maintenant. Le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'on va prendre notre contenu qu'on avait dans notre chunk, dans notre document. Et ce que va faire donc notre système, c'est que pour chaque chunk, il va créer en fait un résumé de ce chunk par rapport
au sens global du document ou de notre source de données. Ça va énormément améliorer la question utilisateur, surtout qu'on a des possibilités de venir tweaker un peu ce système, comme par exemple demander à un LLM à partir de nos chunks ou à partir de nos données de venir générer des questions utilisateurs possibles ou d'extrapoler des questions utilisateurs et de venir matcher encore mieux si on vient rajouter ça en fait dans de la donnée. Donc on utilise ça quand les docs sont longs, très très gros volume, ou alors des typologies, par exemple tout ce qui est légal, contrat, des études, etc., où on va faire référence à plusieurs choses, à plusieurs endroits. On va avoir ce qu'on appelle beaucoup de similarité sémantique. Et là, c'est super utile d'avoir un outil comme ça pour venir récupérer de la clarté pour la récupération. Donc là, on va utiliser un LLM, peu importe, pour générer 1 ou 2 phrases de contexte par chunk. On va rajouter donc ce contexte-là au début du chunk, avant l'embedding. Comme ça, on aura notre résumé plus le corps en fait du chunk et on va vectoriser ça dans un même paquet. Là, la technique, c'est qu'on passe le document en entier plus les chunks. Le LLM génère le contexte, concatène le chunk avec son résumé et ensuite on le vectorise. Donc les gros avantages, c'est que ça réduit le taux d'échec de récupération. Si on le combine en plus avec de l'embedding hybride et du re-ranking, ben on va augmenter encore plus nos performances. Ça maintient un meilleur contexte, même si les chunks en fait sont isolés ou étaient éclatés, l'information a été éclatée dans différents documents. Le problème, bien évidemment, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher in write time, donc au moment de l'écriture, puisque là, on a un call LLM par chunk. Ça nécessite de déployer quand même une infrastructure spécialisée pour faire ça. Donc moi, j'en ai une dans N8N. On peut le faire dans pas mal de choses différentes. Et l'autre souci, c'est qu'une fois qu'on a réalisé l'embedding, c'est figé, on ne peut plus le remodifier. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un contrôle de qualité de données à faire pour vérifier en fait que les résumés sont bons par rapport au contexte global. Donc quand c'est que l'utiliser, il faut l'utiliser, déjà si vous avez le budget pour construire un RAG solide, si on est sur des domaines critiques ou avec beaucoup de similarités sémantiques, donc je disais tout à l'heure, des documents légaux, juridiques, des documents de santé, etc. Quand on a une grosse volumétrie de données et qu'on peut avoir de l'information qui soit isolée et éparpillée dans différents documents, et on l'utilise quand on a un fort besoin de précision. Ne pas l'utiliser quand vous avez un budget serré ou un budget projet serré, puisque ça fait quand même une partie d'une infra assez costaud à paramétrer et à sortir. Si vous voulez faire un POC rapide, c'est pas non plus la bonne méthode. Et si on a des docs courts ou à faible volumétrie, là ça sert à rien, ce serait sortir le bazooka pour tuer une mouche. Donc voilà parmi les stratégies d'ingestion de données que personnellement j'utilise le plus. Et on va pouvoir passer à la partie récupération. Donc une fois que l'utilisateur pose sa question, on va commencer par la baseline, ce que j'utilise basiquement en fait dans quasiment tous mes RAG aujourd'hui. Donc première section de la partie récupération, là on arrive sur mon minimum syndical, à savoir la récupération hybride et le re-ranking. Donc le retrieval hybride, pourquoi ? Parce que si tu fais que de la recherche sémantique, tu vas perdre tous les acronymes ou les termes techniques exacts. Et si tu fais que du keyword, que du mot-clé, tu vas rater le sens de l'information. Donc pour la partie recherche hybride, pour moi, c'est les deux, c'est mots-clés plus sémantique tout le temps. Ensuite, on a la partie re-ranking. Alors le re-ranking, qu'est-ce que c'est ? Imaginons ici, on a notre base de données vectorielle. Chaque petit rond ici est un chunk qui a une coordonnée en fait dans cet espace multidimensionnel, donc qui est stocké en fonction de son sens et des mots-clés. Quand notre question utilisateur elle arrive et qu'elle passe dans cette knowledge base pour le récupérer et pour matcher, ça va sortir ici un certain nombre d'éléments. On pourrait dire par exemple que pour chaque question utilisateur, on veut que remonte 10 chunks. Donc ça, plutôt que le donner directement au LLM, surtout si la taille commence à être un peu importante, il y aura des choses plus ou moins pertinentes. On va le passer dans ce qu'on appelle un re-ranker. Donc un des plus connus, c'est Cohere, on a Colbert aussi. C'est ni plus ni moins que des modèles de langage légers, donc très petits, qui coûtent pas grand-chose et qui vont nous permettre, en fait, à partir du nombre de chunks qui sort de la base de connaissances, de venir, en fait, isoler les plus pertinents et les faire passer en premier. Ça coûte rien. Par contre, ça rajoute un petit peu de latence. Donc, dans les cas où on sait que si on dépasse 3 ou 5 secondes, l'utilisateur part, c'est peut-être pas forcément des choses qu'on va souvent utiliser. Mais dans tous les autres cas, moi, personnellement, après, j'utilise un re-ranker dans quasiment tous les autres cas. Une fois qu'on a cette information qui est bien organisée et qui est priorisée, là on l'envoie au LLM qui va lui structurer la réponse avec le contexte le plus pertinent possible. Donc on l'utilise quand en fait ? Pour affiner les résultats qui sortent de notre base de connaissances. C'est ce qu'on appelle aussi le two-stage retrieval, c'est-à-dire qu'on a une première récupération, cette première récupération de chunk passe dans le re-ranker, donne une autre variation de ces chunks là, donc on a une deuxième récupération et ensuite ça passe au LLM. Donc le gros avantage, comme je l'ai dit, c'est que c'est pas beaucoup plus cher et ça va améliorer pas mal les performances du dernier LLM.
Par contre, on perd cette latence de rajouter un petit modèle en plus, quoi. Ensuite, on a en notre stratégie la query expansion. Donc là, le fait d'étendre la question utilisateur à d'autres termes, à le reformuler pour améliorer les résultats. Par exemple, on pourrait très bien avoir une question utilisateur où c'est tout simplement très spartiate revenu 2024, sauf que revenu 2024, ça manque quand même beaucoup de contexte. Et là, on va demander en fait à un LLM de réécrire cette question utilisateur dans différentes variantes pour augmenter en fait la surface de contact sémantique et de mots-clés pour augmenter le nombre de matchs pertinents. Ça, bien évidemment, on ne le fait pas à l'aveugle. En général, quand on a l'expertise et la connaissance métier de ce qu'on est en train de faire, on va savoir à peu près quelles sont les questions, enfin comment formuler les questions pour avoir les meilleurs matchs. Et au cas où, si ça étonne certains, ce genre de questions utilisateurs arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Donc, quand c'est qu'on l'utilise, quand les questions elles sont vagues, mal formulées ou qu'elles n'ont pas assez de contexte, on va également utiliser un LLM pour générer des variantes, un dictionnaire de synonymes, etc. Et on va faire passer tout ça en recherche en base de connaissances. Donc, les avantages, c'est que bien évidemment, on va améliorer ce qu'on appelle le recall, donc le fait de pouvoir matcher et récupérer les bonnes informations en base de connaissances. Ça gère les questions qui sont mal formulées. On va donner plus de contexte, donc forcément, on va avoir une meilleure qualité. Par contre, on va avoir un coût supplémentaire puisqu'on fait fonctionner un LLM en plus. On va avoir une latence qui est pas négligeable en plus. Si on n'a pas de connaissances métier et qu'on le fait un peu à l'aveugle, on risque en fait d'avoir une reformulation qui aggrave le cas plutôt que de l'améliorer. Et bien évidemment, en termes de match, plus on va mettre d'informations, plus on va augmenter le nombre de matchs possibles en base de connaissances. Donc ça peut aussi être un problème. Mais si c'est bien calibré, c'est assez redoutable. Ensuite, on a une autre technique qui s'appelle le contexte expansion. Là, ça va être utile quand, par exemple, l'utilisateur va demander une analyse ou une synthèse. Imaginez un directeur général qui veut savoir pourquoi les ventes ont chuté le dernier trimestre. Lui, là, il veut pas un chiffre. Il veut du contexte et un maximum de contexte. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les concurrents? Quelles étaient nos décisions? Quel est l'état du marché? Etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est que à partir d'un premier chunk qui a été récupéré, on va vouloir en fait aller récupérer tous les autres chunks similaires qui vont graviter autour en termes de sens ou de métadonnées par exemple pour venir étendre et donner un peu plus de contexte. On l'utilise souvent quand il faut analyser des rapports, des études, etc. On va regrouper les chunks les plus proches au principal. Ça donne des réponses plus riches, bien évidemment, qui vont améliorer les réponses et les analyses. Et par contre, si on le calibre mal, on peut venir heurter les limites des fenêtres de contexte et donc augmenter le risque d'hallucination. Il y a d'autres variations de techniques du contexte expansion. Par exemple, c'est de revenir récupérer les chunks qui sont les plus pertinents. Et en fonction de ça, venir récupérer le document complet et faire passer le document complet en contexte. Donc ça va très bien marcher. Par exemple, si on a des très grosses bases de données avec beaucoup de volume de documents et qu'on sait qu'une fois qu'on a l'information pertinente, le reste du contexte est dans un seul document. Donc là, on fait remonter le document. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir très très bien utiliser comme technique dans les RAG agentiques, donc multitours, qui peuvent utiliser des tools et qui peuvent faire plusieurs appels en fait au LLM. Donc ensuite, on passe à la technique suivante, le RAG hiérarchique ou à multiniveau. Donc là, clairement, ça va être très utile quand on a vraiment de la donnée avec une structure forte, quoi, soit chapitre, section, sous-section, etc. Ou alors on a des résultats, je sais pas, par région, par ville, et qu'en fait on veut redescendre en granularité et avoir un lien des informations un peu qu'on appelle parent-enfant. Donc quand c'est qu'on l'utilise, quand on a de la documentation qui est vraiment très structurée et qu'on commence à avoir pas mal de data et que la hiérarchie de l'information elle est super claire. Donc on adapte aussi automatiquement la granularité de l'information qu'on vient récupérer et ça marche très très bien sur la doc technique par exemple. Bon par contre c'est beaucoup plus compliqué et long à mettre en place. Il faut bien travailler sa donnée et que la structure soit super claire parce que si c'est pas clair ça va pas marcher. Donc par contre si tu as un gros corpus de données avec plein de posts LinkedIn, des articles de blog sans structure etc. Autant laisser tomber, ça va pas du tout être la bonne stratégie. Un peu plus controversé, c'est le RAG agentique. Alors pourquoi je dis controversé? Parce que quand on multiplie l'école LLM, on multiplie les failles de fiabilité. On sait qu'intrinsèquement, un LLM a en moyenne 5% de taux d'erreur sur les requêtes. Donc si on multiplie la première requête, enfin les 5% de la première requête aux 5% de la deuxième requête aux 5% de la troisième requête, on sera autour des 85-87% de fiabilité, mais atteindre les 100% c'est encore plus difficile.
Par contre, c'est beaucoup plus flexible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser de plein de manières différentes avec un même corpus de données pour plein d'actions ou de cas d'usage qui sont adjacents et qui ne sont pas figés. Ça, on va l'utiliser quand on a des sources de données qui sont complètement différentes, des données en format table, des données en format texte qui disent des choses différentes mais sur lesquelles il faut venir faire du lien. Donc là, on va imaginer une source de données un peu comme un outil pour un agent. L'agent IA, il va choisir parmi plusieurs outils. Et ça, en fait, l'agent va l'adapter en fonction de la question utilisateur. Ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus flexible. On a des cas d'usage qui sont beaucoup moins segmentés. Ça va gérer plusieurs sources de données différentes, mais aussi plusieurs outils. Et il est capable de s'auto-corriger ou d'auto-corriger ses requêtes si, par exemple, il n'a pas eu les résultats escomptés. Donc ça peut être aussi un avantage. Par contre, bien évidemment, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus cher, beaucoup plus imprévisible en termes de résultats. Surtout si les prompts ne sont pas au cordeau. Ça va être plus dur à débugger. Dans nos traces de données, on ne va pas simplement avoir les différentes étapes, il va falloir aller dans les tours différents et savoir quels sont les endroits qui causent des échecs et comment les corriger. C'est clairement le futur, l'avenir du RAG grâce à cette flexibilité. Par contre, attention, on entend parler beaucoup d'agents IA RAG. Aujourd'hui, très peu passent les tests de production. C'est devenu un buzzword. Par contre, à l'utilisation, il va falloir se méfier un peu plus parce que bien évidemment, on se heurte aux limites intrinsèques des modèles pour faire du RAG. Mais par contre, ça m'arrive à moi aussi d'utiliser. Les résultats se sont beaucoup améliorés ces derniers mois et ces dernières semaines. C'est pas du tout quelque chose qu'il ne faut pas faire ou qu'il ne faut pas explorer. Mais par contre, attention, surtout quand on parle de mise en production d'outils comme ça, confrontez bien les résultats à l'échelle sur un golden dataset pour être sûr de la fiabilité de votre système avant de le mettre en production. Donc voilà. Tu connais maintenant les stratégies RAG qui sont éprouvées et surtout dans quel cas les utiliser. Mais soyons honnêtes, savoir choisir les bonnes stratégies, c'est 30% du boulot. Les 70% restants, c'est de savoir comment évaluer ton RAG quand les réponses sont mauvaises pour savoir comment l'améliorer. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment créer ton Golden Dataset et mesurer précision et recall pour passer de « je pense que ça marche » à « je sais que ça marche » à 91%. La vidéo s'affiche, à tout de suite.